Stefan Michalak s'apprête à quitter son motel en bordure de l'autoroute transcanadienne dans le secteur boisé du parc provincial de White Shell au Manitoba. Même s'il travaille comme mécanicien pour une entreprise de Winnipeg, sa véritable passion, c'est la prospection minière. En ce magnifique samedi matin, il compte marcher jusqu'à Falcon Lake, près de la frontière ontarienne, pour y faire un peu d'exploration. En début d'avant-midi, il localise plusieurs rochers qui lui semblent riches en quartz. Il s'y arrête et commence ses investigations. Soudain, vers 12h30, il entend un curieux bourdonnement. En levant la tête, il aperçoit deux objets de forme oblongue surmontés d'un dôme qui se dirigent vers lui. Un des appareils commence alors sa lente descente pour se poser à quelques mètres du prospecteur pendant que l'autre poursuit sa route vers l'ouest. Vu de plus près, l'engin a plutôt l'allure d'un disque que d'un cigare. De plus, la couleur rougeâtre que l'objet avait en vol fait maintenant place au gris et a un peu l'aspect du métal poli. Pendant plus d'une demi-heure, Michalak observe et dessine l'objet. Cette mystérieuse rencontre de mai 1967 allait marquer Stefan Michalak pour le reste de ses jours. Stefan Michalak émigre au Canada en 1948, après avoir vécu les rudes années de guerre dans sa Pologne natale. En 1967, il travaille comme mécanicien industriel dans une cimenterie. Michalak est un homme rigoureux, honnête et un travailleur acharné qui n'a jamais eu tendance à fabuler sur des êtres venus de l'au-delà. Mon père n'avait pas la moindre idée de ce qu'il avait vu, pas même un soupçon. De prime abord, Michalak croit avoir devant lui un prototype militaire américain. Soudain, un peu à la manière de l'iris d'une caméra, une porte s'ouvre sur le côté de l'engin. Michalak entend alors des bruits, et ce qui lui paraît être des voix. Lorsqu'il a entendu ces voix, il s'est dit, peut-être ces Américains ont-ils besoin d'aide? Il s'est approché et a crié, « Hé les Yankees, avez-vous besoin d'aide? Je pourrais vous donner un coup de main pour réparer votre engin. » Les voix se sont tues. Alors il s'est dit, ce ne sont peut-être pas des Américains après tout. Et comme il était polyglotte, il s'est adressé à eux en russe. Même chose, toujours pas de réponse. Il s'est approché encore plus de l'engin, qui devait faire 4 mètres de haut, et il s'est glissé la tête par l'ouverture. Il a vu alors une rangée de lumière qui clignotait, un peu comme les voyants des ordinateurs des années 1960-1970. Il n'a pas vu d'autres détails. Par contre, il a noté que les parois de l'engin, du moins à en juger par les coutilles, étaient très épaisses. Il a entendu des bruits. Qu'est-ce que c'était que ces bruits? Il ne pourrait pas le dire. Il n'en avait pas la moindre idée. C'était comme des bruits de voix et des cliquetis. Un mélange de sons. La porte s'est soudainement refermée et l'objet a commencé à tourner sur lui-même. Sur l'un des côtés, il y avait une grille qui s'est retrouvée devant Michalak et d'où est sorti un jet de gaz brûlant. Il a été jeté au sol et ses vêtements se sont enflammés. L'engin a décollé et a disparu dans le ciel. Lorsque l'engin a décollé et qu'il a été atteint à l'abdomen par cette éruption de gaz brûlant, il souffrait terriblement. Mais ce qui est plus important encore, il réagissait physiquement à cette brûlure. Lorsque les gens sont brûlés, la douleur est localisée. Mais lui vomissait, avait des nausées, et la tête lui tournait. C'étaient des symptômes plus proches d'une réaction allergique que d'une brûlure. À son retour, Michalak ne va pas bien. En plus de la douleur et des nausées, il doit constamment lutter afin de ne pas perdre conscience. De plus, il n'arrive pas à se défaire de cette odeur exécrable qui le poursuit. Moteur chauffé, mêlé de soufre et d'ozone. Il
met 2 longues heures avant d'arriver au motel où il loge. Michalak, se croyant contaminé, fait en sorte d'éviter toute rencontre. Arrivé à sa chambre, on l'informe que la clinique la plus proche se trouve à Kenora, soit à 70 km plus à l'ouest. Michalak refuse de s'y rendre et préfère retourner le plus tôt possible chez lui à Winnipeg afin d'y être traité. De sa chambre, il appelle donc son épouse et lui demande d'envoyer leur fils le prendre au terminus vers les 22 heures. Son fils l'a conduit à l'hôpital où il a été traité pour ce qu'il disait lui-même être des brûlures occasionnées par un avion. Sur la poitrine, il avait des brûlures au 2e et au 3e degré. Mais sur l'abdomen, les brûlures étaient légèrement différentes. Elles ont été décrites comme des brûlures chimiques. Ils l'ont traité pour des brûlures, mais il ignorait pourquoi il était malade comme ça, pourquoi il ne répondait pas, d'où venait son étrange odeur. Il n'en avait pas la moindre idée. Les médecins l'ont traité pour des blessures superficielles et l'ont retourné chez lui. C'est à ce moment-là que Michalak a commencé à être très malade. Dans les semaines qui suivent, la vie de Stefan Michalak tourne au cauchemar. Son état de santé ne s'améliore pas. Il perd 10 kilos. Il consulte son médecin personnel qui le réfère à un dermatologue, puis à un autre spécialiste. Malheureusement, aucun praticien ne semble bien cerner la cause des malaises de leurs patients. Parallèlement, Michalak doit affronter un autre volet du cauchemar. Peu après, mon père a finalement raconté son histoire. Il faut comprendre que pour un homme comme lui, la première idée était « si ces choses sont dangereuses, il faut le dire à quelqu'un ». Mais à qui? Un journaliste du Winnipeg Tribune s'est assis avec lui et a écouté son histoire, qu'il a ensuite publiée. Après, tout a dérapé. À partir de là, notre vie n'a plus été la même. Tout le monde a été impliqué. L'armée de l'air canadienne et la gendarmerie royale. Ces types se présentaient chaque jour à toute heure du jour pour poser toujours les mêmes questions. « Racontez-nous votre histoire », demandait-il. Toujours la même chose. Mon père n'en revenait pas de cette folie qu'il avait déclenchée. En fait, jusqu'à sa mort, il n'a cessé de penser qu'il aurait mieux valu pour lui de se taire. Michalak doit composer avec la voracité des médias du monde entier, qui tentent par tous les moyens imaginables d'entrer en contact avec celui qui a touché une soucoupe volante. Papa avait raconté son histoire 1 million de fois, et il en avait un peu marre. Il a dit « tout ça est ridicule ». Ma mère en particulier détestait ce cirque médiatique. C'est alors que mon père a décidé d'écrire un livre. Entendons-nous, ce n'était qu'une petite planchette de quelques dizaines de pages imprimée par un ami de la famille. Il a dit à ma mère, si des journalistes viennent pour cette histoire, tu n'auras qu'à leur donner le livre, rien de plus. Aussitôt les gens ont commencé à dire, ah, vous avez écrit un livre, vous devez avoir fait de l'argent. En fait, il n'a pas fait un sou. Au contraire, il en a dépensé. Ce qu'il voulait, c'était simplement avoir la paix. De tous les rapports d'enquêteurs à s'être penchés sur le cas Michalak, celui du sergent Biskey est sûrement de loin le plus loufoque. Sergeant Biskey of the Air Force. Le sergent Biskey de l'armée de l'air croyait qu'il était possible que toute cette histoire ne soit qu'un canular imaginé par Michalak. Il a écrit par exemple « Il est possible que Michalak ait eu quelques problèmes dans les bois, qu'il ait fait un barbecue et qu'il soit tombé sur la grille. C'est ce qui aurait pu occasionner ces curieuses brûlures. Mais un examen des brûlures va plutôt dans le sens contraire. Si cela s'était produit de cette manière, les brûlures n'auraient pas eu cet aspect de damier, mais plutôt celui des lignes de la grille du barbecue. Cette idée n'avait pas de sens. » Presque un an plus tard, alors qu'il était à son travail, il s'est écroulé. Il a commencé à enfler comme un ballon. Nous l'avons amené à l'hôpital où on nous a dit qu'il devait s'agir d'une réaction allergique. Puis les marques sont réapparues sur sa poitrine. En désespoir de cause, Michalak paiera lui-même pour être suivi par les spécialistes de la réputée clinique Mayo de Rochester au Minnesota.
Ceux-ci diagnostiqueront d'ailleurs une irradiation de nature inconnue. Il n'y avait aucune explication à ces malaises. Les médecins étaient étonnés et son évaluation psychologique disait que Michalak n'était pas du genre à monter des histoires, qu'il était un homme très terre-à-terre et honnête. Ils n'ont trouvé aucune explication à ses symptômes ni à la mésaventure qu'il disait être la sienne. C'est demeuré un mystère. Jusqu'à sa mort en 1999, Stefan Michalak ne variera jamais d'un iota dans sa description des événements. Si cette histoire l'a rendu célèbre, il n'en a jamais tiré profit. Bien au contraire, pendant des années, il a été ridiculisé, lui qui souhaitait simplement prévenir ses concitoyens d'une menace possible. On peut certes imaginer que Michalak ait monté toute cette affaire, mais s'il s'agit d'une mystification, elle est très complexe. Et elle aurait nécessité une extraordinaire mise en scène. Je n'ai jamais rien vu qui aille dans ce sens. S'il s'agit de quelque chose de terrestre, de domestique, c'est très bien. Cela n'a aucune importance. S'il s'agit d'un engin extraterrestre, c'est très bien aussi. Cela n'a pas non plus d'importance. Ce qui est important pour nous, c'est que cela est arrivé à notre père. Ce type était de notre famille. Pour nous, cela était beaucoup plus important que de savoir quelle était la nature de cet engin.